tous, bienvenue dans notre live du mardi. Comme d'habitude, on reprend petit à petit le rythme. On était à 2 lives par semaine ces derniers temps. Et aujourd'hui, on reprend avec un live par semaine. Aujourd'hui, le live, il sera avec Jonathan Desjours, qui sera en live justement pour nous parler de quoi? Des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Le sujet du jour porte dessus, donc ce sera au-delà de l'assiette, ce que les troubles du comportement alimentaire y révèlent vraiment. Alors, si vous avez des questions sur le sujet que vous souhaitez les poser à notre thérapeute, n'hésitez pas. Vous avez le petit widget question qui est « Je t'ai vu et je t'ai envoyé une demande ». Si ça accepte pas du premier coup, c'est pas grave, on réessaye après une deuxième fois et ça fonctionnera. Maintenant, ça va, ça marche assez bien normalement. Pour ceux qui me demandent si le live est en podcast, oui, le live sera monté en podcast. Il faut être patient. On les publie par ordre chronologique, tout simplement. Et donc, ça va. Il va falloir attendre quelques mois, en effet, pour que ce live soit disponible en podcast. Pour ceux qui vous me demandent également si ce live, il sera disponible sur notre plateforme Instagram, oui. À partir du moment où il est fini, il est directement publié sous forme de vidéo. Donc, dans nos vidéos Instagram, tout simplement, c'est le petit widget du milieu sur Instagram. Alors, Jonathan, je l'ai vu passer tout à l'heure. On va redemander. Alors, j'ai re-envoyé Jonathan. N'hésite pas à m'envoyer carrément aussi une demande d'invitation pour monter en vidéo. Ça y est, ça a fonctionné. Bonjour, bonjour Jonathan, Bonjour à bienvenue dans ce live. Tu es habitué maintenant. Bonjour Charlotte, merci Merci. pour ton invitation, merci pour ce partage. Avec grand plaisir, bienvenue, bienvenue donc dans ce live qui va être sur les troubles du comportement alimentaire. Donc le titre c'est au-delà de l'assiette, ce que les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA, je le rappelle, ils révèlent vraiment. Et avant de commencer ce live, Jonathan, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Eh bien, je me prénomme donc Jonathan, mon nom de famille Desjours, et donc j'exerce en tant que coach et thérapeute de l'inconscient. Donc tout ce qui peut être justement inconscient vis-à-vis de vos comportements, vis-à-vis de vous-même, par rapport à votre histoire de vie, tout simplement, et ce qui vous gêne dans votre existence. D'accord. Tu exerces en ligne et en présentiel. Ah oui, exclusivement en présentiel, oui. Ok, Non, super. pardon, excuse-moi, exclusivement en ligne, Excusez-moi pas en en ligne. présentiel, pardon. Pas de souci. C'est En ligne. l'inverse. On note, on le rappellera plus tard de toute manière. Exclusez-moi en ligne. Merci, merci Jonathan pour cette présentation. On va en venir directement donc au fait, les troubles du comportement alimentaire. Alors justement, quand on parle de TCA, Jonathan, de quoi on parle exactement? Eh bien, on parle de trois troubles, je dirais, du comportement alimentaire. Le premier, c'est l'anorexie mentale. Peut-être que certains en ont entendu parler, par-ci par-là, ou même ont peut-être eu déjà des personnes qui ont eu ce trouble-là. La boulimie, ça c'est le deuxième. Et puis pour le troisième, on parle d'accès en fait hyperphagique. Donc là, c'est un excès par rapport à la boulimie, en fin de compte. Oui. Donc c'est d'autres en fait critères qu'on prend en considération pour pouvoir nommer ce trouble. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'anorexie mentale, mis à part ce qu'on peut trouver bien évidemment sur Internet, hein, il suffit de taper et vous aurez tout à fait la définition. On peut voir qu'en fait, compte, il y a le trouble du comportement, comme vous le savez, c'est-à-dire que la personne va tout simplement se restreindre son alimentation, va tout simplement éviter de manger, donc la mortalité peut être élevée dans le cas de Oui. l'anorexie mentale. Donc, une indice, je dirais, de masse corporelle très mince. Hein, donc, on retrouve en effet chez le profil de ces personnes au niveau morphologique, eh bien, un profil très très mince, très très mince. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Donc, des troubles du comportement, bien évidemment. Sur le plan émotionnel, bon, ça sera un peu plus large. Je vais l'aborder notamment avec un peu plus le dictionnaire des maladies, que vous connaissez peut-être certains. Donc, mais on va dire qu'on va prendre sur le plan psychiatrique, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, que c'est un sentiment
d'euphorie initiale, avec un mélange avec un sentiment de toute puissance, qui décroissent au fur et à mesure de l'évolution en fait du trouble de l'anorexie comportementale. On voit aussi que sur le plan cognitif, il y a ce qu'on appelle une dysmorphophobie. D'accord. Donc c'est quoi? C'est que tout simplement la personne ne perçoit pas du tout ces formes telles qu'elles sont. Donc elle va se voir grosse par exemple alors qu'elle est très très fine. Donc là aussi c'est pareil, ce n'est pas forcément quelqu'un qui le fait exprès, hein, contrairement aux idées reçues. C'est ce qu'on appelle en fait, on parle d'anosognosie à ce moment-là. C'est quoi? Bah, c'est un trouble en fait qu'on peut, je vais mettre entre guillemets, de mauvaise foi, mais en fin de compte c'est la personne qui ne perçoit pas du tout, tout simplement qu'elle est dans cet état-là. Hmm. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Essentiellement, on va retrouver l'amaigrissement, donc ça on en a longuement parlé, l'hypotension artérielle, la bradycardie, hein, l'hypothermie. On va retrouver aussi l'aménorrhée primaire ou secondaire, des vomissements, des brûlures au niveau de l'œsophage et des érosions au niveau dentaire. D'accord. Donc ça va concerner donc l'anorexie mentale. Avec bien évidemment ce qu'on a parlé déjà, c'est de l'IMC. Ouais. Ouais. Donc on parle essentiellement d'une personne en fait compte qui se rejette entièrement. Hein, on est vraiment dans le rejet de sa vie, de son existence. Donc je vais l'aborder un peu plus avec la question suivante sur la partie émotionnelle. Pour ce qui est de la boulimie en fait elle est très liée aussi à l'anorexie mentale, puisque en fait c'est l'inverse. C'est qu'on va venir en fait compenser un vide intérieur, sachant qu'on ne sait pas comment s'y prendre, eh bien on va le faire avec l'alimentation. Donc le but, encore une fois, c'est de pouvoir contrôler quelque chose. Puisqu'on ne contrôle rien dans son existence, eh bien on va chercher à contrôler avec l'alimentation ce qu'on ne pouvait pas faire. Et on va le voir aussi un peu plus loin, notamment sur la partie émotionnelle, qui a un lien très fort, notamment entre l'alimentation et la mère. Donc D'accord. ça c'est important aussi de le percevoir aussi. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à certains critères? Je dirais qu'on va retrouver par exemple de la gloutonnerie, donc c'est quelqu'un qui va manger de manière assez conséquente. C'est un peu le Obélix, hein, pour ceux qui connaissent la bande dessinée. Euh, c'est un sentiment de perte de contrôle au moment de la crise, donc on va venir manger quelque chose. On va retrouver aussi quelques aspects, je dirais, liés au sucre, hein, donc l'affection, le côté Hmm. affectif, le côté manque d'affection. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Donc des prises de poids, des vomissements aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Parfois un jeûne, donc des intermittences, c'est-à-dire que la personne d'un seul coup va beaucoup manger, d'un autre côté, ensuite elle va tout simplement ne plus manger. Ok. Euh, voilà, ça c'est ce qu'on peut dire au niveau de la boulimie. Je rentrerai un peu plus dans le détail sur le plan émotionnel parce qu'il y a plus de choses à dire sur ce sujet. D'accord. Après, c'est encore une fois, on va dire que les causes sont multifactorielles, systématiquement. Il n'y a pas forcément de, comment dire, d'origine précise. Hein. Il n'y Ok. a pas de généralité. Une personne peut être boulimique ou anorexique. Hmm. On va avoir en fait une origine bien différente. C'est pas forcément la même. Concernant l'accès de l'hyperphagique, eh bien c'est un trouble en fait qui est lié à la boulimie, donc qui est caractérisé donc de façon, je dirais, on retrouve personnellement en fait 30 à 50% des personnes obèses qui ont ce trouble-là. Donc ça touche toujours 2 femmes sur un homme. D'accord. Euh, Ils ont donc un IMC très augmenté. Contrairement à la boulimie, on ne peut pas forcément le percevoir. Ça, si on fait une comparaison, la boulimie, les personnes ne perçoivent pas forcément qui sont boulimiques. Ils peuvent avoir une IMC tout à fait, je dirais, normale, Ok. entre guillemets. C'est-à-dire qui correspond en fait aux caractéristiques de l'IMC. Alors que dans l'hyperphagie, non, c'est plutôt des personnes dites obèses qu'on va trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut en lire un peu plus? Il est généralement suivi d'un dégoût de soi, de symptômes dépressifs et d'un sentiment de culpabilité très fort. Sur le plan cognitif, les personnes présentent en fait une conscience douloureuse du trouble. On retrouve également des distorsions cognitives
avec une illusion de contrôle, une confusion entre les signaux de faim, d'anxiété et des émotions. Donc, encore une fois, on va retrouver un aspect de vouloir combler un vide. Concernant le profil de patient, on va retrouver que le trouble débute généralement dans l'enfance. On retrouve souvent des antécédents d'abus sexuels. Les traits psychologiques associés sont l'impulsivité et la difficulté donc des gestions des émotions. Donc, par rapport à la boulimie ou l'anorexie, par exemple, ce sont des troubles qu'on va retrouver un peu plus dans l'adolescence, l'anorexie ou même la boulimie, notamment plaire aux autres. Ça va être, par exemple, ce sont des facteurs déclenchants par rapport à la personne. Puisque quand on reste dans un même climat, notamment durant l'enfance, eh bien, c'est des personnes qui sont, on va dire, habituées à nous, et nous qui sommes habitués à eux, donc nos réactions sont quasiment identiques durant l'enfance par rapport à notre environnement. Par contre, dès lors de l'adolescence où on passe un cap, où on a besoin finalement de s'émanciper vis-à-vis des autres, à ce moment-là, en effet, on va être beaucoup plus dur, rigide avec soi, et on va chercher le côté parfait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on aura des difficultés, je dirais, à gérer ses émotions et à gérer son identité et son image. D'accord. Merci déjà, Jonathan, donc, de nous avoir expliqué un peu déjà ce qu'on parle, donc quand on parle de troubles du comportement alimentaire. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, derrière ces troubles du comportement alimentaire, il y a finalement, ça cache des émotions profondes. Alors, quelles sont celles que tu identifies le plus derrière ces troubles? Eh bien, pour te répondre, Charlotte, et pour vous répondre, je vais m'appuyer sur le dictionnaire des maladies, puisque c'est assez large, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a plusieurs aspects, hein, comme dans toute chose. Alors voilà ce qu'il nous dit. Donc il nous dit tout simplement que l'anorexie est caractérisée par un rejet complet de la vie. Hein, c'est déjà un dégoût de soi, préalablement, pour tout ce qui est du vivant. Donc ça veut dire aussi bien de soi que des autres. Et qui peut entrer dans un corps laid pour l'alimenter. Donc ça, c'est, je veux dire, ce que la personne va ressentir. Ouais. Elle va se sentir laide. Automatiquement, elle ne voudra pas, comment dire, l'améliorer, ou tout simplement lui donner à manger, lui demander ce qu'elle demande, finalement, que son corps se demande. Ce sentiment peut même se transformer en haine. Donc la personne, elle a beaucoup de rancœur vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de son histoire de vie, vis-à-vis aussi de son de la relation à ses parents, mais vis-à-vis aussi, comment dire, elle se sent pas du tout acceptée dans le couple où elle a été, je dirais, où elle est née, quoi. C'est-à-dire qu'elle refuse tout simplement l'environnement dans lequel elle se trouve, donc ses parents. Ce sentiment, donc, il existe plusieurs symboles de vie. On a l'eau, la nourriture et l'aspect maternel, l'amour et le côté féminin. Donc là aussi, c'est pareil. Pour ce qui concerne, je dirais, la partie émotionnelle, c'est accepter le féminin qui est en nous. Alors pour les hommes, par exemple, c'est l'aspect aussi intuitif, qui est parfois en fait réprimé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La personne va vivre une contrariété qui est récente par rapport à quelqu'un ou quelque chose qu'elle ne peut pas éviter et qu'elle ne digère pas. Donc là, derrière, on a encore là, une fois encore la rancune, l'amertume, toutes ces émotions. Par rapport à la mère, on veut la fuir. Je veux fuir loin de ma mère, qui est souvent anxieuse et qui voulait à tout prix nourrir ses enfants. Donc là, on est face à une forme de dualité entre son attachement à sa famille et son désir de se réaliser aussi, qui nous oblige bien des fois à nous séparer de la famille. Donc bien souvent, on va retrouver ces personnes qui ont une anorexie mentale très loin de leur famille, comme par exemple des personnes qui choisissent d'aller à l'étranger. Donc c'est la fuite, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Une crainte, donc je cesse de manger et je veux inconsciemment provoquer cette mort. Donc là aussi, il y a une forme de dépression et une envie en fait de tout simplement fuir sa propre vie, son existence. Donc ça, c'est dans le cadre de l'anorexie. On a aussi le cas de la mère qui est remplie de remords. Donc ça, c'est par rapport au fait que l'enfant, comment lui
lui, comment la mère a perçu tout simplement sa grossesse. Donc là, on est plutôt dans les fondations de l'être, c'est-à-dire que au niveau de la conception et de l'enfantement, tout va dépendre en fait des difficultés que la mère a eues dans le cadre de cette grossesse. Alors par exemple, on peut retrouver notamment des traits comme ne pas déranger. Un enfant très jeune qui par exemple ne souhaite pas déranger les autres, ben ça c'est un des aspects qu'on va retrouver dans la conception. Alors, qui va amener notamment de l'anorexie mentale chez la personne, à un moment donné dans sa vie, dans son existence. On va retrouver aussi l'enfant qui a le sentiment de ne pas avoir été attendu. Donc par exemple, les retours de couche, souvent. Qu'est-ce qu'on appelle un retour de couche? C'est-à-dire que la maman n'a pas eu le temps en fait de se remettre déjà d'une naissance, que tout de suite elle en a une autre qui est réapparue, qui est repartie. Donc là, à ce moment-là, en effet, la mère peut ressentir le fait que l'enfant, il n'était pas entendu, et l'enfant aussi ressent aussi ce moment-là. Donc là, automatiquement, ça, c'est un enfant dans le futur qui va avoir cette anorexie mentale. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On trouve aussi l'inverse, c'est-à-dire son opposé. Ça va être par exemple une mère très dure, très rigide, qui va vouloir contrôler aussi l'environnement de l'enfant. Automatiquement, un peu plus tard, à l'adolescence, l'enfant va vouloir aussi se sortir en fait de ce schéma inconscient, notamment par rapport à son devoir de loyauté. Et donc là, il va le sortir d'une manière, il va l'exprimer d'une manière avec l'anorexie mentale, c'est-à-dire il va moins se nourrir. C'est une manière de fuir. Parce que ce devoir de loyauté, il est tellement fort, ce lien est tellement fort entre l'enfant et les parents, que bien des fois, l'enfant se sent prisonnier de ce devoir de loyauté. Et donc, il ne peut pas exprimer qui il est. Et notamment, lorsqu'on a une mère, par exemple, qui a tendance à vouloir nous contrôler notre existence, d'une manière ou d'une autre, de façon à ce qu'on corresponde à ses attentes, va entraîner systématiquement cette façon de fuir. Et l'enfant, la seule manière pour lui de fuir, ça va être de répondre par rapport à l'alimentation. Donc, il va fuir, ni plus ni moins, l'alimentation. Donc, ensuite, pour ce qui est de la boulimie, la personne essaie de combler émotionnellement un profond vide intérieur, une haine de soi. Donc, on retrouve en fait des similitudes entre l'anorexie et la boulimie, un dégoût, un mépris, que je veux remplir ce vide à tout prix, préférant me laisser dominer par la nourriture, la vie, plutôt que de m'ouvrir à celle-ci. Donc, c'est le fameux reniement. Donc là, on va retrouver aussi d'autres troubles du comportement, notamment le trouble de l'humeur par rapport à la boulimie. On va retrouver aussi, alors celui-ci, ce trouble du comportement, comment il s'appelle? Borderline. Borderline, voilà, borderline. Donc ça aussi, c'est pareil, on va le voir très souvent, notamment sur les personnes qui ont eu ce trouble de la boulimie. D'accord. On va retrouver ces troubles de comportement. C'est la personne qui voudra en fait compenser ses frustrations notamment et ses angoisses par l'alimentation. J'ai peur de perdre ce que j'ai et je ressens de l'insécurité parce que je suis peut-être différent des autres. Donc encore une fois, je le répète, c'est souvent donc tout ce qu'on vit nous intérieurement, c'est notre perception, c'est notre interprétation. D'accord? Donc cette interprétation, elle prend sa source dans les fondations de l'être, notamment donc dans notre conception et notre naissance. On va venir s'identifier à ce que l'on est et ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti. En même temps, il peut y avoir aussi, en effet, des liens transgénérationnels à tout ça. C'est-à-dire que vous ne serez pas forcément le seul dans la famille à vivre ces troubles alimentaires. Donc notamment, oui, chez bon nombre de femmes, par exemple, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, où une personne, sa mère avait eu ce trouble, sa grand-mère l'avait eu aussi, et ainsi de suite. Donc il y a une forme, je dirais, d'identification par rapport à ça. Il y a d'autres aspects qui viennent aussi se rajouter. Il y a le fait aussi de ne pas se sentir aimé par son père, notamment pour une fille. Et là, auquel cas, elle va venir se rejeter encore une fois,
Et donc, elle va fuir ce sentiment de rejet, va venir le compenser soit avec de l'anorexie, soit avec de la boulimie. D'accord, c'est assez complexe quand on l'explique comme celle-ci, comme on le fait là maintenant. Mais il faut savoir quand même qu'il y a toujours, je dirais, une façon de transformer, encore une fois, ces fameuses mémoires émotionnelles. Ouais. On peut les reprogrammer de façon à justement ne plus revivre ces états-là. Donc c'est d'avoir un peu plus conscience, je dirais, de ce que l'on est aussi. Parce qu'il y a une forme de déni qui se fait notamment comme de l'anorexie, comme de la boulimie. On l'a vu avec la dysmorphophobie, par exemple, ça c'est un déni. Il y a des déni c'est qu'on refuse de voir finalement ce qui est. Mm. Donc c'est aussi un refus de voir ce qui est dans notre situation, dans notre vie, dans notre existence. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il y a un certain nombre de questions que je vais vous rajouter aussi dans ce podcast. Peut-être que ça verra un miroir par rapport à votre existence. Donc la boulimie est très liée donc avec la mère, source de vie, au côté maternel et à la création. Suis-je en réaction par rapport à ma mère? Donc ça c'est la première question que vous pouvez vous poser. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir été contrôlé, brimé étant jeune, si bien qu'en mangeant, ainsi je veux fuir ma mère, la neutraliser, au sens métaphysique, ou quitter cette planète? Ai-je de la joie à me comporter de cette façon? Quand j'étais bébé, se peut-il que j'ai vécu l'étape de sevrage comme un abandon? Donc là, on voit cet aspect-là aussi. On voit qu'il y a des nourrissons, par exemple, qui sont un peu plus, qui prennent de la forme une fois que le sevrage est fait. Comme si on m'arrachait à ma mère. Si c'est le cas, j'ai l'impression que je vais mourir de faim, d'où le besoin de manger de grandes quantités de nourriture pour combler le vide et pour faire diminuer mon stress. Je me sens perdu, à la merci des prédateurs. Donc voilà tous les éléments, je dirais, émotionnels qu'on peut ressentir justement vis-à-vis de ce trouble du comportement alimentaire. D'accord. Merci, merci Jonathan. Je t'en prie. Euh, Donc bien évidemment, pardon, excuse-moi. non, Je non, voudrais dis-moi. Donc c'est encore une fois c'est multidisciplinaire. Donc il est possible en fait de faire une thérapie et en même temps aussi de se faire suivre à l'hôpital, hein, parce qu'il y a des cas de figure qui te relatent justement d'un peu plus de soins. Tout à fait. Tu nous parlais tout à l'heure aussi de ce fameux besoin de contrôle. Alors justement, est-ce que tu penses que les TCA, ils sont plus liés au contrôle ou à la perte de contrôle? L'un et l'autre, je dirais. Le besoin de contrôle, bien évidemment, avec l'anorexie, et le sentiment de perdre le contrôle avec la boulimie. D'accord. Ok. Où là, en fait, on essaie de rattraper cette perte de contrôle. D'accord. Est-ce que finalement les réseaux sociaux, ils n'ont pas aussi une part à jouer? Ils influencent pas aussi notre rapport à l'alimentation et à notre corps aujourd'hui? Les réseaux sociaux, tout dépend en fait de ce qu'on regarde, c'est toujours pareil. Si on regarde psychologue.net, eh bien on a quand même on a des bons conseils. Après, tout dépend avec qui ou à qui on s'identifie, à qui on souhaite ressembler. Ça oui. Ça en effet, ça va avoir une importance capitale. C'est ce on va vouloir tout simplement copier ce que fait la personne. Après, il y a des sujets comme, je dirais, la naturopathie qui aborde le sujet de l'alimentation avec, je dirais, une approche parfois très contrôlée aussi. Donc là, on va vouloir aussi contrôler notre alimentation. Alors que parfois, il suffit de suivre aussi son intuition sur l'alimentation. Alors bien évidemment, il y a, je dirais qu'il y a quand même comment dire, il y a, je dirais de manière intuitive, on sait quand même certaines choses. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il faut bien comprendre aussi que les industries aujourd'hui mettent en avant, par exemple, du sucre un peu partout pour la conservation des aliments, qui de manière, je dirais, incontrôlable, nous amène à avoir un certain goût dans le palais. Donc, on va vouloir essayer de le retrouver, ce goût. Surtout s'il est un peu sucré, par exemple. Auquel cas, le sucre, en fait, apaise, hein, adoucit. Donc là, lorsqu'on est rigide dans sa vie, c'est pareil, on va aller tendance à aller chercher des choses qui nous adoucissent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle
de l'émotion intuitive. Donc, encore une fois, c'est d'être dans l'observation de soi et non je dirais, dans l'autorité de soi. Tu vois à peu près la différence, hein, Charlotte? D'accord. Je pense qu'on en reviendra parce qu'il y aura des questions justement sur les réseaux sociaux un peu plus avec les utilisateurs et utilisatrices. Selon toi, finalement, c'est quoi alors du coup la clé d'une relation apaisée avec la nourriture, Jonathan? Ben, pour moi, c'est la connaissance déjà de soi. Ça, c'est primordial pour ma part. C'est d'aller chercher systématiquement à se connaître beaucoup mieux qu'on se connaît ou qu'on pense se connaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se voit avec un prisme, les autres nous voient avec leur prisme à eux aussi, et bien souvent, on ne fait pas l'effort en fait d'aller chercher cette véritable connaissance de soi. Le deuxième chose, c'est d'aller transformer nos mémoires émotionnelles qu'on a pu enregistrer à un moment donné dans son existence. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on est petit, on ne maîtrise pas tout, on n'a pas une connaissance très grande, on va dire, de notre existence, et encore moins de certains aspects qui s'y jouent. Hein. Notamment, par exemple, les médias, la façon dont les autres communiquent, et notamment l'interaction qu'on peut avoir avec les autres, la relation aux autres. C'est aussi la relation à soi. Donc il y a tous ces aspects à aller chercher systématiquement. Donc c'est assez grand parce que ça peut regrouper à la fois des choses, des aspects, je dirais, psychologiques, comme on vient de voir, psychiatriques aussi, comme on vient de voir aussi par rapport aux troubles, mais aussi philosophiques, notamment par rapport aux croyances qu'on peut avoir. C'est-à-dire que là, encore une fois, si on se tourne vers l'extérieur pour chercher des résultats et non pas vers l'intérieur, comment peut-on avoir pour nous-mêmes des capacités, ressentir ces capacités? Comment peut-on avoir de la valeur pour soi si on se tourne systématiquement vers l'extérieur? C'est impossible. Donc c'est d'aller chercher cette valeur à l'intérieur. Donc c'est s'autoriser à aller chercher à investir sur soi pour aller chercher transformer ces mémoires émotionnelles, les reprogrammer, notamment transformation et reprogrammation des mémoires émotionnelles, et c'est surtout se faire accompagner sur le sujet. Ça c'est très important. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir des mots qui vont faire miroir par rapport à vos émotions, par rapport à votre vécu, et vous allez vous illusionner par rapport à ça. Donc il faut savoir que 90%, je dirais, de ce que vous vivez, c'est principalement de l'illusion. Parce que vous êtes très souvent, moi je le remarque que très souvent des personnes sont dans l'anticipation des choses. Qui dit anticipation dit illusion. Ça c'est automatique. C'est-à-dire qu'on s'imagine que la situation va se passer de telle manière, telle manière. Et là, automatiquement, vous allez vivre des désillusions, des déceptions, et ça fera miroir, et ça fera chercher, notamment, encore une fois, des replis sur soi. En se repliant sur soi, et bien automatiquement, vous allez réactiver ce qu'on appelle l'anorexie mentale, d'une manière ou d'une autre. Là, ça, ou la boulimie, ou encore l'excès de la boulimie, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'ils appellent l'hyperphagique. D'accord. Donc après, il y a d'autres aspects aussi qui rentrent en ligne de compte, c'est les déceptions amoureuses, les désillusions amoureuses aussi. Hein. Faut savoir que la prise de poids, par exemple, chez l'homme, notamment au niveau du ventre, le bas du ventre, c'est l'homme qui ne veut plus voir, je dirais, son organe sexuel. Donc, il va se protéger de ce côté-là. Idem pour les femmes c'est un peu plus les fesses et les cuisses. Donc il y a différents facteurs qui vont aussi réactiver ces différents troubles alimentaires. D'accord. Ok. Merci pour ces explications, Jonathan. On l'a vu, donc du coup, les TCA, c'est vraiment un moyen d'exprimer un mal-être finalement. Oui. Et c'est quoi du coup le plus grand défi dans la guérison? Le plus grand défi, c'est de transformer véritablement cette mémoire qu'on a de nous, de nous rejeter par rapport aux autres finalement, de tout le temps se mettre en comparaison et de se critiquer, de se juger par rapport aux autres. Ah, je suis pas assez bien, je fais pas les choses de telle manière. Il y a aussi le rejet de sa famille, le rejet de sa mère, comme on l'a vu. Quand on rejette sa mère, donc son histoire personnelle, puisque sa mère c'est notre histoire personnelle, là aussi c'est pareil, on va réactiver ce trouble alimentaire. C'est aussi ne pas s'accorder l'erreur, le droit à l'erreur. Or, comme on le sait tous, on peut bafouiller, on peut avoir, on peut très bien aussi avoir des doutes, on peut
tout peut nous arriver dans notre existence, tout. Mm. Donc c'est logique aussi de savoir vivre avec nos émotions, donc de tout accepter nos émotions telles qu'elles sont, même la colère, euh, même la rancune. C'est des choses qui font partie de nous. Donc d'aller accepter son chemin de vie, d'aller accepter ce qu'on appelle ni plus ni moins son histoire personnelle, va venir aussi apaiser cette relation à la nourriture. Parce qu'on vient accepter aussi et apaiser notre relation à nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc Merci. encore une fois, pardon, excuse-moi Charlotte, mais ce qu'il Oui, faut oui. comprendre dans tout ça, c'est que vous allez tous, chacun d'entre nous, a une perception, une interprétation par rapport à son histoire, à ses mémoires, de son existence et de ce qui se déroule sur le moment. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une vérité, ou bien qu'on prend comme une réalité. Bien souvent, il y a de nombreux biais. Des biais cognitifs de confirmation, des biais cognitifs à cause unique, et ça, on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les vidéos sont courtes. Mm. Donc, on peut pas, des fois, les personnes ne peuvent pas aborder tous les sujets, tous les items. Et vous allez vous enfermer, tout simplement, à ce moment-là, dans cette étiquette. Donc, Mm. c'est aussi l'enfermement dans une étiquette qui va aussi faire que vous allez, encore une fois, vous rejeter. Donc, il y a plusieurs aspects. Encore une fois, il y a les fondations de l'être, le transgénérationnel aussi, qui a un impact, notamment, qu'est-ce que je viens de m'identifier? Est-ce que je suis un enfant qui vient réparer ou remplacer aussi dans la famille? Il y a ces aspects qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, mais qui sont bien là aussi. D'accord. Merci, merci Jonathan. On n'aura malheureusement pas le temps de faire beaucoup de questions au vu du temps. Mais j'ai vu une question de Mélada qui nous disait est-ce que le rejet du père peut aussi avoir un impact sur les TCA? Ben oui, oui aussi, puisque c'est un rejet de soi. Hein. Si encore une fois, si on si on attendait, encore une fois, c'est par rapport à nos propres attentes. Hein. Notre père n'a pas réagi comme on l'attendait, et qu'on a un ressentiment par rapport à ça, bah, automatiquement, on aura de la rancune, on va pas forcément savoir bien gérer ses émotions, et automatiquement, soit on va se tourner vers la boulimie, soit on va se tourner vers l'anorexie. D'accord. Merci Jonathan. J'ai vu une autre Oui, question. ouais, Blossom. Pardon? oui, excuse-moi, c'est une manière en fait d'exprimer nos émotions, hein, la façon dont on mange, la façon dont on vient manger pour nous. D'accord. Alors, on a Blossom qui nous dit comment arriver à gérer un problème de boulimie, sachant que c'est relié à un trouble émotionnel. C'est l'accompagnement, c'est la transformation des mémoires. Tant que vous n'aurez pas transformé ce que vous avez encodé à un moment donné, automatiquement ça reviendra. C'est comme un effet, c'est des effets miroirs. C'est-à-dire que dès que l'émotion revient, automatiquement cette mémoire émotionnelle va réactiver ce besoin de manger ou ce besoin de se punir. Parce que derrière l'anorexie mentale, il y a la notion de punition. D'accord. Alors, on va regarder une autre question. Bref, de bipolaire qui nous dit est-ce que les TCA ils peuvent provenir d'un manque de nourriture étant enfant? Alors, on l'a vu tout à l'heure. Alors, oui, oui aussi, oui. C'est-à-dire que l'enfant, alors on l'a vu notamment par rapport à la boulimie, c'est-à-dire que par rapport au sevrage, c'est-à-dire que l'enfant, automatiquement, le rythme va changer. Tout dépend encore une fois comment la mère va pouvoir allaiter. Parce que vous avez des mères qui vont pouvoir allaiter toutes les heures parce qu'elles n'auront pas assez de lait. Donc l'enfant sera habitué à avoir une alimentation toutes les heures. Puis lorsque vous passez au sevrage, automatiquement l'enfant doit attendre un peu plus puisque c'est rythmé différemment. Donc là, en effet, on peut ressentir, l'enfant peut ressentir à un moment donné comme quoi il a manqué de nourriture. Hmm. Hein, D'accord. tout dépend encore de l'espace entre le sevrage, comment l'enfant ressent, c'est du cas par cas. Voilà, comment l'enfant a ressenti à ce moment-là la situation, D'accord. le changement, la transformation, le changement. Et puis il y a le contact aussi qui est en lien. Il y a plusieurs aspects hein, dans l'histoire de la nourriture. Il y a le contact à la mer, la chaleur. Voilà. D'accord.
Merci Jonathan. On va finir avec la question de Margot qui nous dit en dépression depuis des années, je mange mes émotions. Comment réguler ça ou comprendre l'origine? Bah, déjà, alors la dépression, c'est par rapport à quoi? Parce que il y a plusieurs types de dépression, hein. C'est-à-dire qu'on peut être dépressif par rapport aux attentes qu'on peut avoir dans notre existence. On peut être dépressif tout simplement parce qu'on a un rejet de notre existence totale. C'est du cas par cas. Je peux pas Ouais. dire de manière générale, on va dire, je peux pas répondre de manière générale à cette question. Mm. Il faut que j'en sache un peu plus sur l'histoire, D'accord. hein. Bah, du coup, Ouais. on peut inviter Margot à te contacter directement sur ta Oui, page Instagram. oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. D'accord. Parce que là aussi, ce qu'il faut comprendre, en fait, encore une fois, le trouble alimentaire, c'est propre à chacun, hein. Il faut bien comprendre encore qu'il n'y a pas de généralité chez l'homme. Il n'y a aucune généralité, hein, chez l'individu, puisque c'est en lien avec son histoire Mm, personnelle. mm, Donc, on peut pas, on peut, on va dire, prendre, on va dire les troubles. On va déterminer ce que sont les troubles. On va déterminer, on va mettre une étiquette. Mais derrière tout ça, comme vous avez pu l'entendre, notamment avec le dictionnaire des maladies, eh bien, c'est très large. Et encore, je n'ai lu que quelques parties, ouais, hein. C'est-à-dire que là, on en aurait pour 1 heure, finalement, à tout décrire. Et c'est des bien cas sûr. par cas, donc forcément, ça ferait miroir pour certains, pour d'autres, ça parlerait pas. Et puis, des fois, en creusant un peu plus, on s'aperçoit que ça peut faire miroir, en effet, qu'il y a des choses qui sont cachées, Ouais. hein. Encore une fois, dans tout ce qui est exprimé de vous-même, il ne faut pas vous poser de savoir la question qu'est-ce que je suis en train d'exprimer, c'est surtout qu'est-ce que vous n'avez pas exprimé. Qu'est-ce qui n'a pas été dit, hein? Qu'est-ce qui n'a pas été dit de manière intuitive? Et ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que toutes les personnes vont exprimer quelque chose, et surtout la question que vous devez vous poser, c'est celle-ci. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Ouais. Et vous allez voir que souvent, la réponse se trouve, elle est cachée. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Mm, Donc, il y a 3 questions que moi, j'invite systématiquement les personnes à se poser. C'est qu'est-ce qui m'influence? Qu'est-ce qui est en train de m'influencer en ce moment? Donc, quel type d'émotion qui est en train de m'influencer? Quel type de mémoire émotionnelle aussi? Donc, les souvenirs qui sont en train de m'influencer. Qu'est-ce que je m'impose? Donc ça, on va le voir beaucoup plus dans la boulimie. Dans la boulimie, c'est parce qu'on s'impose à être parfait, à être, je dirais, de vouloir vivre un idéal aussi. Dans l'anorexie aussi, on va le voir aussi cet aspect-là. Et puis la troisième question, c'est qu'est-ce que je n'accepte pas? Parce que du coup, quand on refuse de manger, c'est aussi la situation qu'on refuse d'accepter. C'est-à-dire que la situation s'est passée d'une telle manière que vous l'avez imaginée différente et que vous n'acceptez pas du tout telle qu'elle est. Et là, et là, en fait, on ne peut rien faire que de l'accepter. Pourquoi? Parce que la plupart des situations que vous vivez, 90% d'entre elles, il n'y a aucun contrôle, hein. Parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Il y a l'environnement, le contexte, tout ça joue en fait, en effet, sur les situations que vous vivez. mm. Donc tout ne dépend pas de nous, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend trop souvent comme quoi les choses dépendent entièrement de vous. Non, non, je suis désolé. Pourquoi? Parce que le contexte et l'environnement peuvent varier en fonction de beaucoup de situations, beaucoup de choses. Bien Hein, sûr. c'est pas parce que, par exemple, vous avez été licencié et que votre collègue, lui, n'a pas été, que forcément tout est de votre fait, hein. Mm, Mais par contre, vous le prenez comme tel, c'est-à-dire que, étant donné que vous avez déjà enregistré comme quoi un rejet dès le départ de votre naissance, eh bien, vous allez percevoir tout de votre existence comme un rejet. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que votre façon de penser aujourd'hui, votre manière de penser, qui est liée à une émotion de rejet, hein. Donc là, d'accord. vous la percevez plus puisque, en fait, vous avez tout le temps fonctionné avec. Et ça, depuis votre naissance. D'accord. Donc, on va retrouver, par exemple, le dégoût de soi, la dévalorisation, très souvent. Ou le mot nul. Le mot nul est une référence, par exemple, au fait qu'on est en train de se rejeter. Parce que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on réalise n'est jamais nul. Elle ne correspond pas forcément à une réalité qu'on s'attendait, mais en entendant, elle n'est pas nulle. Oui, ça reste un jugement. Merci Jonathan de nous avoir parlé aujourd'hui des TCA. Je ne sais pas si tu avais un dernier message à nous faire passer, soit sur les troubles du comportement alimentaire, soit directement sur ton cabinet. Eh bien, j'irai sur les deux. C'est-à-dire le trouble du comportement, tout ce qu'on peut identifier pour nous-mêmes, eh bien, c'est de savoir que déjà notre existence, elle a beaucoup de valeur.
Hein. Proportionnellement, combien de chances a-t-on d'exister? Ben, ça se chiffre en milliards de pourcentages. Hein, on a plus de chances, comme faisait la comparaison récemment une personne, on a plus de chances de gagner à l'euro million que d'exister. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et quand on voit encore plus aujourd'hui les paramètres qui se rajoutent, le contexte et l'environnement, notamment les peurs extérieures, ben on s'aperçoit que notre existence, en effet, le fait d'exister est quand même assez faible. Donc, de s'apporter cette valeur. Comment on peut l'apporter? Eh bien, en investissant sur soi. Ça, c'est très important d'investir sur soi. Quand on a un trouble, en effet, c'est vrai, il est là. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est d'aller le transformer. D'aller transformer finalement ce passage qu'on a pu avoir, qu'on a pu exprimer à un moment donné, qu'on a pu, comment dire, interpréter d'une certaine manière, mais qui n'est pas forcément nous. On peut changer à tout moment. On peut transformer les choses à tout moment. C'est pas parce qu'on ressent quelque chose et qu'on va forcément avoir un comportement adapté à ce ressenti que forcément on doit le garder tout au long de sa vie, son existence. Par contre, c'est de s'ouvrir à soi, avoir, comme on dit, le cœur gros ouvert sur soi-même pour aller chercher ces transformations et ces reprogrammations de ses mémoires. Donc investir sur soi, prendre le temps d'investir, s'impliquer et de savoir que finalement rien n'est général et rien n'est unique. C'est-à-dire que chez nous, tout est complexe. Donc quand on prend un angle, bah, si ça se trouve, il y a beaucoup d'autres choses à regarder en plus de ce qu'on a pu percevoir de nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je dirais aujourd'hui à ce sujet. Merci. Merci Jonathan, merci d'être venu donc nous parler des TCA, des troubles de comportement alimentaire et de nous en expliquer un peu plus sur ce que finalement ils révèlent. Je te laisse quitter ce live avec la petite croix qui est juste au-dessus de toi et je te remercie encore pour ta présence aujourd'hui. Eh bien, merci à vous pour votre écoute aussi. Merci à toi, Charlotte, pour cette invitation. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Merci Jonathan. Belle journée à toi, merci encore. Belle journée. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui sur ce live sur les troubles du comportement alimentaire. On en avait eu un il y a, je crois, 2 semaines de cela qui était sur un trouble du comportement alimentaire. Je crois que c'était l'hyperphagie. J'espère ne pas me tromper. Mais voilà, si jamais ce sujet vous intéresse, sachez qu'il y a eu un live il y a peu de temps là-dessus. Donc, vous pouvez aussi essayer de le regarder directement dans la partie des vidéos. En attendant, je vous remercie tous également de nous avoir suivis, d'avoir posé vos questions également. On se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, il n'y a pas de live, mais la semaine d'après, il y en aura 2 du coup. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et en attendant, profitez de cette journée. Au revoir.